Alors, étape numéro 1, se connecter à ces données. Grand B, créer le modèle relationnel des données. Donc, on a défini le phénomène qu'on veut étudier, on l'a décliné en calcul et en visuel, on a chargé nos tables dans notre projet Power BI Desktop, et maintenant, il faut relier ces tables entre elles et créer un modèle relationnel de données. Donc, ces modèles, c'est Edgar Code. Rappelez-vous, c'est celui qui a inventé les bases de données en 69. Il a aussi théorisé des règles pour créer un modèle relationnel de données robuste. Et donc, c'est grâce à ce modèle qu'on va pouvoir ensuite réaliser des analyses multidimensionnelles, c'est-à-dire croiser les informations les unes avec les autres. Ce qui va nous permettre de lier ces données, ce sont des relations. Une relation, c'est quoi? C'est un lien entre deux tables. Ici, par exemple, j'ai ma table des produits, j'ai ma table des ventes. Je veux lier mes ventes à mes produits, donc je veux pour chacune de mes ventes pouvoir avoir accès aux attributs du produit qui est concerné. Et donc, ce qui me permet cette liaison, c'est une clé. Une clé, c'est un attribut qui est commun à mes deux tables et qui doit être unique dans au moins une des deux tables. Donc ici, c'est la table des produits qui contient cette clé unique, qui est l'identifiant produit, tout simplement parce que je n'ai pas deux produits qui ont le même identifiant. Et donc cet identifiant, il est aussi présent dans la table des ventes, puisque chaque vente est relative à un produit. Donc je peux bien lier ma vente à un produit et accéder de cette manière-là aux attributs de mon produit, le fabricant, la taille, la couleur, etc. Voilà, donc j'ai un produit qui est lié à n ventes, à plusieurs ventes. Donc on appelle ça une relation de cardinalité 1n. Alors il existe aussi d'autres types de relations avec des cardinalités différentes. Donc on a les relations 1 à plusieurs, c'est le cas que je viens de détailler juste avant. Les relations 1 à 1, c'est plus rare mais ça existe. Par exemple, si on a une table avec des adresses postales et une base client, et ben on a bien un client qui est relié à une adresse. Et comme les adresses, elles sont uniques, et que là, on va se placer dans le cas où il n'y a qu'un seul client par adresse, on a bien une relation 1 à 1. On a aussi les relations plusieurs à plusieurs. Alors par exemple, je pourrais avoir une table avec un listing de films, une autre table avec un listing de réalisateurs, et donc un film a un ou plusieurs réalisateurs, un réalisateur peut avoir tourné un ou plusieurs films, et donc on est bien dans une relation plusieurs à plusieurs. Plusieurs films peuvent avoir plusieurs réalisateurs. Donc dans ce cas, on ne peut jamais relier ces deux tables directement. De toute façon, Power BI nous mettrait un message d'erreur, ce ne serait pas possible de le faire techniquement. Comment on fait? Donc on va créer une troisième table entre les deux, qu'on appelle une table de jonction. Alors dans cet exemple, chaque film a bien sûr un identifiant, chaque réalisateur a aussi un identifiant, et donc on va créer une table de jonction qui va donc pour chaque film reprendre l'identifiant du réalisateur concerné. Donc dans cette table, chaque réalisateur sera listé autant de fois qu'il a tourné de films. Et même chose, si un film a plusieurs réalisateurs, on aura autant de lignes que de réalisateurs pour ce même film. Donc on a remplacé notre relation NN, notre relation plusieurs à plusieurs, par deux relations 1 à N, 1 à plusieurs. Alors bien sûr, une table, elle peut être reliée à plein d'autres tables. Donc dans mon exemple, je peux très bien aussi avoir une table des clients qui est reliée à mes ventes, ce qui va me permettre pour chacune de mes ventes d'accéder aux attributs des clients, de la même manière que pour chacune des ventes, j'accède aux attributs des produits. Voilà. Un autre petit point théorique, mais important aussi, c'est la distinction qu'il faut faire entre les tables de fait et les tables de dimension. Alors pourquoi? Parce qu'elles ne contiennent pas les mêmes types de données. Les tables de fait, elles stockent des actions, des phénomènes, par exemple un saut en longueur, une performance, voilà, une vente, un transport, etc. Les tables de dimension, par contre, elles servent de référentiel. Dans mon exemple, c'est le mètre qui mesure mon saut en longueur. Les calendriers aussi, ce sont des référentiels parce qu'ils nous permettent d'évaluer des actions en fonction du temps. On a aussi les référentiels géographiques qui permettent d'évaluer des actions en fonction de l'espace. Ma table des produits, ma base des produits, c'est un référentiel par rapport à la table des ventes qui, elle, est une table de fait. Voilà. Ensuite, un conseil important,
Alors pour des questions, c'est vraiment une question de performance, de taille de modèle et aussi pour garantir cette capacité à pouvoir croiser justement plusieurs types de données entre elles, à pouvoir faire des analyses multidimensionnelles. Il est vraiment conseillé de séparer les tables de fait et les tables de dimension. Il faut éviter d'avoir des tables un peu hybrides comme c'est le cas ici dans mon exemple où j'ai des données qui sont liées à des ventes. Donc l'identifiant de la vente, le produit, la date, le montant, l'identifiant du client, mais j'ai aussi des données qui sont liées au client, donc son nom, sa ville, sa date de naissance. Donc c'est cette table un peu hybride qu'il faut essayer de séparer. Et donc il faut créer dans ce cas une table des ventes d'un côté, avec donc les attributs de la vente, et un référentiel client de l'autre. C'est une bonne pratique qu'il faut respecter. Alors maintenant, on va passer à l'action dans Power BI. Donc je me place toujours dans l'exemple où j'étudie en fait les ventes d'une entreprise qui vend du textile sur la toile. Donc j'ai chargé des données sur les ventes, sur les retours. Ça, c'est mes 2 tables de fait. J'ai aussi différentes tables de dimensions, donc la base client, la base des produits et 2 autres tables de dimensions, un calendrier et une base géographique. Donc la première chose à faire quand on arrive ici, là, sur cette vue relationnelle, et toujours dans l'idée de faire les choses avec méthode, on va organiser tout ça pour que visuellement les choses soient claires. Alors la petite habitude à prendre que je vous conseille vraiment, c'est de séparer les tables de fait des dimensions visuellement. Voilà, ça va clarifier notre travail. Donc séparer dimension et fait, et ensuite classer vos tables de dimensions, parce que souvent on peut les hiérarchiser, comme c'est notre cas ici. On a d'abord les produits et les clients, et ensuite on a le calendrier et la géographie. Voilà, donc n'hésitez pas à créer plusieurs niveaux, comme ça vous y verrez plus clair, et d'un seul coup d'œil, vous pourrez comprendre comment votre modèle est construit. Ensuite, dernier conseil, c'est de garder vos mesures dans une table à part, une table vide qui ne contient pas de données. Ça n'a aucune incidence sur les calculs. Simplement, voilà, c'est plus facile de les retrouver quand ils sont stockés dans une table comme ça particulière. Alors donc dans notre cas, on va réorganiser tout ça. On va mettre les ventes et les retours tout en bas, donc 2 tables de fait. Et ensuite, on va mettre nos 2 niveaux de hiérarchie, donc la base client, la table des produits, et puis ensuite nos référentiels de niveau 2, le calendrier et la base géographique. Donc vous aurez remarqué qu'il y a des liens entre les tables qui sont déjà présents, qui sont déjà matérialisés. Alors c'est pas moi, j'ai rien fait du tout. C'est Power BI qui, en fonction de la nature des tables, a identifié des clés et lié des tables entre elles. Donc c'est quelque chose qui est fait automatiquement, qui bien souvent est correct et voilà. Par contre, il est possible que des liens manquent. Enfin voilà. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de refaire l'exercice pour qu'on soit bien au carré sur cette étape et qu'on le fasse ensemble de manière méthodique. Donc, d'abord, on va le faire en mode papier-crayon, étape par étape. Donc déjà, on va lister toutes nos relations. Donc on va reprendre nos tables de fait et nos tables de dimension en jaune et bleu. Et pour chacune, on va déterminer s'il existe un lien ou non. Ça permet déjà d'évacuer des possibilités et aussi de ne pas oublier de relations entre les tables. Donc on les prend une par une. Donc ici, un retour n'est pas lié à une vente. Ça aurait pu, on aurait très bien pu avoir un retour ID qui est lié à une vente, mais c'est pas le cas dans nos données. Les clients, donc ils font des ventes, parfois aussi ils font des retours. Les produits font l'objet de ventes et de retours aussi. Les ventes et les retours ont une date qui peut être reliée au calendrier. Chaque client a un code postal qui peut être relié au référentiel géographique. Et donc ensuite, on va lister ces clés qui permettent d'effectuer ces relations. Donc d'ailleurs, si les clés n'existent pas, par exemple, si je veux relier ma table géographie et ma table client via pays plus code postal, actuellement, ces 2 données sont dans 2 colonnes différentes. Donc, je vais devoir créer cette clé en concaténant les 2 données dans une nouvelle colonne. Donc, ces clés, elles peuvent être déjà présentes ou alors on peut les construire nous-mêmes. C'est vraiment pas un problème. Ok, donc maintenant, on revient à Power BI et je vais enlever les liens pour qu'on recommence de zéro. Donc, pour supprimer un lien, il suffit de cliquer dessus, de faire clic droit, supprimer. Et voilà.
Donc je supprime les autres et j'arrive tout de suite. Voilà, donc maintenant, je peux créer mes liens un par un. Donc mon premier lien, c'était entre mes clients et mes ventes via la clé de l'identifiant client, le client ID. Donc j'identifie cette clé, je clique dessus, je maintiens cliqué, je glisse vers mon note table, voilà, et la relation est créée. Donc pour voir ou modifier cette relation-là, on peut double-cliquer dessus, il y a une fenêtre qui apparaît, et on voit donc nos deux tables, leurs attributs, un aperçu de leurs données, les clés de liaison, la cardinalité, le sens du filtrage ici, et donc on voit qu'on peut rendre cette relation active ou non en décochant ou en cochant cette case. Je peux aussi lier deux tables en cliquant sur gérer les relations ici. Donc on visualise la liste des relations qui existent. Donc dans ce cas-là, il y en a pour l'instant une seule. On peut double-cliquer dessus d'ailleurs et on retrouve la fenêtre que je viens de vous montrer juste avant. On peut aussi les désactiver ici en décochant ou en cochant cette case. C'est à partir d'ici également qu'on lance la détection automatique. C'est le dont je vous parlais tout à l'heure que Power BI lance par défaut quand on charge des données. Et puis, on peut aussi créer de nouvelles relations par cette interface-là. Par exemple, ici, je clique sur Nouveau et je vais créer une relation entre mes clients. Donc, je sélectionne ma table client et les retours via la clé qui est l'identifiant client. Donc, Power BI, d'ailleurs, me suggère directement une cardinalité et un sens de filtrage. Donc, je vérifie que ça me convient. Et je clique sur OK, ça crée la relation. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir créer les autres relations. Donc, la relation entre les produits et les ventes, avec ma clé qui est le produit ID. Même chose entre les produits et les retours. Voilà. On a aussi les ventes et les retours qu'on doit lier avec le calendrier via la date, tout simplement. Donc ici, d'ailleurs, j'en profite pour préciser que j'ai pas l'obligation de lier deux champs qui ont exactement le même nom. Ici, vous voyez que ma date a un nom différent selon les tables. Donc voilà, c'est pas une obligation de les nommer pareil. Évidemment, c'est un peu plus logique et voilà, mais c'est loin d'être bloquant. Et pour finir, on va relier le référentiel géographique au client. Et donc, pour les relier, je voulais les relier par une clé qui combine le pays et le code postal. Alors pourquoi cette distinction ? Parce que je peux très bien avoir bientôt des ventes dans d'autres pays, ces pays qui ont potentiellement des villes qui ont des codes postaux similaires aux codes postaux français, et donc je veux pouvoir distinguer le pays et le code postal pour pouvoir bien relier mes ventes à la géographie qui correspond. Donc je vais aller créer cette colonne dans chacune de mes tables. Je fais un tout petit écart sur l'étape 2 en faisant ça, mais voilà, j'ai besoin de créer cette clé. Donc je vais aller dans mes tables, je vais sélectionner la table, cliquer sur modélisation ici, ensuite ajouter une colonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais concaténer deux champs. Donc je vais me servir du et commercial pour concaténer ces deux champs-là. Je peux aussi me servir de la fonction concatenate qui, elle, prend comme argument deux valeurs qui doivent être du texte. Donc je ne peux pas concaténer, par exemple, un nombre entier avec un texte. Elles ne prennent que deux arguments. Par contre, si on a plus de deux arguments à concaténer, rien ne nous empêche bien sûr d'imbriquer plusieurs fonctions concatenate à la suite. Voilà, petite parenthèse. Donc voilà, une fois que j'ai créé cette colonne dans ma table, je vais pouvoir la créer dans l'autre table exactement de la même manière. Et ensuite, je vais pouvoir créer le lien dans le modèle relationnel. Voilà, donc tout ça, ça termine ce modèle relationnel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller jeter un coup d'œil à la checklist. Donc, vous retrouvez les étapes que je viens d'évoquer. Et donc, pour les cas, il y a deux cas où vous pourriez avoir besoin soit de faire des fusions entre deux tables, soit de créer des tables de dimension à partir de tables de fait. C'est l'exemple où je vous parlais de ma table hybride sur les ventes et les clients qu'il faut transformer en deux tables différentes. Dans ces cas-là, vous inquiétez pas, j'ai documenté aussi tout ça et ça fait l'objet de vidéos spécifiques
qui sont plutôt du perfectionnement. Donc vous pourrez retrouver ces vidéos-là dans le bloc perfectionnement. Voilà, donc tout ça, ça termine le grand B de notre étape 1. On a chargé nos tables de données, on les a reliées entre elles via un modèle relationnel de données. Et maintenant, donc on est prêt pour l'étape 2, qui consiste à gérer nos données. Donc allez, on lâche rien, on continue ensemble et suivez-moi pour l'étape 2.